Durant la dernière année, dans les médias, on a parlé à plusieurs reprises de consentement sexuel entre les hommes et les femmes. On a éveillé la population face à plusieurs enjeux sociaux, dont la violence sexuelle. Mais qu'en est-il des hommes de la communauté LGBTQ? Eux aussi vivent ces problématiques sociales. Et à titre d'information, saviez-vous que l'âge minimal pour le consentement sexuel au Canada est de 16 ans? Suivez-moi. Sur le plateau aujourd'hui, mes invités, Alexandre Dumont-Blais, qui est co-directeur de l'organisme Réseau. Bonjour. Bonjour. Gabriel Giroux, qui est le chargé de projet pour la campagne de sensibilisation sur le consentement sexuel entre hommes. Allô. Nick Desulus, mannequin et serveur dans le village gay. Bonjour. Et finalement, Valérie Roy, chercheure à l'Université Laval en travail social. Bonjour. Bonjour. Pour parler aujourd'hui du consentement sexuel entre hommes, mais aussi de d'autres sujets, j'aimerais en premier lieu que tu nous parles du mandat de l'organisme Réseau. Oui, avec plaisir. Donc, Réseau, c'est un organisme communautaire actif à Montréal depuis 1991. À travers donc, plus de 25 ans, on a développé différents services au fil des années. On offre l'intervention en ligne dans les milieux de proximité, de socialisation et de sexualité sur place. Des ateliers de groupe aussi sur différents sujets, estime de soi, affirmation de soi, tout ça. Consommation dans un contexte de sexualité aussi. On a un programme aussi de travail du sexe masculin depuis plus de 20 ans. On a aussi un secteur bénévolat qui est très important, la recherche communautaire également. Donc, c'est assez varié. Puis, en 2010, l'organisme a élargi sa mission pour, oui, parler de santé sexuelle, parce que c'est très important qu'on parle de prévention de VIH, des ITSS et tout ça, mais de parler d'autres choses, la santé globale, santé psychologique, mentale et affective chez les hommes de nos communautés. Donc, justement, c'est à des hommes gays, bisexuels, cis et trans qu'on offre donc des services. Et on a développé à travers les dernières années différents projets en lien avec la santé mentale, plus santé globale, comme je disais. Le plus récent, donc, c'est celui qu'on est content de vous parler aujourd'hui. Oui. C'est cette campagne sur le consentement sexuel entre hommes qu'on a lancée le 20 février dernier. D'ailleurs, cette campagne s'intitule « Le consentement sexuel entre hommes, oui ». On le sait, dans les dernières années, dans la dernière année surtout, avec le mouvement MeToo, on a éveillé la société sur plusieurs enjeux. On a entre autres parlé du consentement sexuel entre hommes et femmes. Est-ce qu'on doit comprendre que le consentement sexuel a aussi été négligé dans la communauté LGBTQ? Bien, en fait, je répondrais en expliquant un peu peut-être la genèse de la campagne. Oui. Ça va expliquer pourquoi qu'on est arrivé avec ça là, maintenant. En mars 2017, Éric Duhem, qui avait sorti un livre à l'époque, animateur radio de Québec, avait dit le consentement entre hommes sexuels, on n'a pas de besoin, on a des relations, puis c'est tout ça. On n'a pas à se poser de questions. Nous, on avait réagi dans une lettre ouverte de concert avec le Conseil québécois LGBT pour dire non, nous, on croit que le consentement est primordial, peu importe l'orientation des personnes. Et puis, quelques mois après, le mouvement MeToo est arrivé dans la société et partout. C'était très discuté. Et quelques mois après, sur le terrain, on a observé dans nos interventions que le sujet du consentement ressortait davantage. Donc, ça a pris quand même un certain temps. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire comme organisme qui est quand même présent depuis longtemps? On va donc faire une campagne là-dessus pour s'adresser aux gars de la communauté pour qu'on commence à en parler. Parce que je crois qu'avant, c'était très tabou. Oui. Là, nous, on commence à en parler. Puis déjà, avec les réactions, puis on va en parler plus tard, c'est assez polarisé. Mais je crois que c'est tabou de parler de consentement entre hommes, surtout dans la culture festive. Il y a une banalisation, on va en parler. Donc, il est temps qu'on en parle, puis c'est un peu le message qu'on veut véhiculer. Comment fonctionne cette campagne, Gabriel? Bien, en fait, la campagne consiste en une vidéo d'à peu près 30 secondes, 3 affiches aussi. En fait, on avait... La manière dont on avait commencé à réfléchir pour la campagne, on s'est dit, est-ce qu'on vise des comportements particuliers ou est-ce qu'on vise quelque chose qui est plus large? On a décidé d'aller chercher quelque chose qui était très cru dans le langage. C'est un choix aussi... J'allais presque dire éditorial, dans la mesure où on visait vraiment des comportements qui sont observés et qui nous ont été rapportés aussi. Et donc, la campagne, en fait, il y a eu tout un processus avec des travailleurs sociaux, des sociologues qu'on a rencontrés, puis
pour voir, en fait, avec eux, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise, qu'est-ce qui est important de dire et sur quel ton aussi. Et donc, à partir de ça, tout ce processus-là a été mis... vraiment, on a travaillé là-dessus pendant des mois. Puis, les 3 comportements qu'on a visés, c'était... Vous pardonnerez l'aspect cru de la chose, mais c'est pas moi, c'est la campagne. C'est, tu sais, pogner le cul d'un gars dans un bar, regarder la bite du voisin dans le urinoir. Puis, évidemment, mon Dieu, le 3e qui est... les fameuses dick pics. Les fameuses dick pics. Le festival de dick pics. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui avait été vraiment identifié par... qu'on observe de plus en plus avec les réseaux sociaux. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui... vraiment, le festival des dick pics, là. C'est sûr que, bon, c'est un concept qu'on a entendu souvent, le consentement sexuel, mais peut-être que certains de nos éditeurs l'ont jamais entendu. Pouvez-vous nous l'expliquer? Oui. Ben oui. Dans Gabriel. le fond, le consentement sexuel, qu'il soit chez les minorités sexuelles ou la majorité sexuelle, ça revient au même. Ouais. Le consentement sexuel, en fait, c'est 4 éléments. Il faut qu'il soit libre, il faut qu'il soit continu, il faut qu'il soit éclairé, puis il faut qu'il soit enthousiaste. Après, on comprend qu'il y a des zones floues. Oui. Quand on consomme dans un bar, rendu à 9e pinte, ben, ça se peut que, bon, éclairé, flou, tout ça, tout se mélange. Mais il y a toujours moyen, en fait, puis c'est ça le but de la campagne aussi, hein, c'est toujours, il y a toujours moyen d'aller chercher le consentement, puis de valider avec la personne, en fait, si c'est correct, si... puis... dans le fond, c'est ça. C'est le but vraiment de la campagne. Puis c'est aussi, surtout le contexte, comme tu dis, quand les gens boivent, je pense que c'est un des contextes qui est le plus flou. Mais si tu es la personne qui est plus consciente entre les deux, de te demander son niveau d'alcool, est-ce qu'il est à un niveau qui est capable de réfléchir ou qui est quasiment intoxiqué au point de ne plus être présente. Là, c'est ça de se rappeler aussi. Bien sûr. Bien, c'est vraiment, c'est ça. Les enjeux de consommation aussi. Puis c'est pour ça que les affiches sont vraiment dans les bars, en fait, qui ont été placardées dans tout ce qu'on pouvait placarder dans le village, à Montréal. Donc, c'est sûr qu'après, on visait justement, bon, c'est sûr, sur le truc sur l'urinoir, ben, on les a mis en haut des urinoirs, tu sais. Puis donc, c'est vraiment cet aspect-là dans les bars, c'est ce qu'on visait aussi. Puis, ben, ça a déjà fonctionné. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit que même dans les bars, les gens sortent des toilettes et sont comme, ah oui, t'as vu les affiches. Fait que juste ça valait la peine de le faire, tu sais. Super. Puis par rapport à l'aspect de la consommation, tu sais, je pense que ça, c'est une responsabilisation de tous et chacun. Puis on le sait que quand on a pris quelques verres, on n'a pas les mêmes capacités que quand on n'en a pas pris. Puis on n'a pas voulu avec la campagne trop s'attarder sur ça, dans le sens où on pense que socialement, tout le monde est conscient de ça. On a visé des situations qui sont vraiment banalisées, pogner les fesses de quelqu'un dans un bar, envoyer des dick pics sur Grindr ou sur Scruff. Oui, les gens pensent que c'est des petits gestes anodins, c'est des mais petits non. gestes que tu n'es pas obligé d'avoir pris des verres pour faire, là, donc qui sont souvent même faits par des personnes qui sont complètement à jeun, en connaissance de cause. Donc, ce qu'on veut, c'est faire réfléchir tout le monde pour dire ces gestes-là, cette culture-là qui est là, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on veut que ça soit comme ça puis que ça continue comme ça? Après, si 2 personnes aiment ça, se pogner les fesses entre elles puis c'est consentant, on s'adresse même plus à ces personnes-là. Une grande question, Gabriel, mais qu'on va essayer de répondre brièvement. Quelles sont les conséquences de toute cette culture de la banalisation et de la tolérance qu'on parlait durant l'émission? Bien, je pense que les conséquences sont beaucoup liées à la santé mentale. Conséquences qui sont liées à l'affirmation de soi, le consentement. Il y a une grande partie d'affirmation de soi. Confiance aussi, en fait, des conséquences liées à l'affirmation de soi puis la confiance en soi. Aussi, bien, toute la notion de regret. Regret par rapport à ce que j'aurais pu faire, regret par rapport à ce que j'aurais pu vivre le lendemain ou même dans le bar. Je pense que c'est tout. Donc, toutes ces dynamiques-là aussi touchent quantité de sphères, puis chez l'individu qui subit, puis qui fait subir aussi. Oui, exact, parce que même la personne qui, comme on disait, tape les fesses, peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle fait quelque chose de mal, tu sais. Donc, c'est elle aussi de se dire, mon Dieu, pendant plusieurs soirées, j'ai mal agi un peu. Exactement. C'est un peu le but de la campagne, en fait, aussi, tu sais, de faire prendre conscience qu'il y a un problème qui existe. Et ça explique peut-être aussi la raison pour laquelle on a eu des commentaires un peu, disons, hargneux, un peu assez intenses par rapport à des gens qui avaient peur parce qu'ils ne pouvaient plus rien faire, parce qu'ils ont déjà toujours agi comme ça. Mais tu sais, une mauvaise habitude reste une mauvaise habitude, même si tu l'as fait subir ou tu l'as subi depuis 40 ans, tu sais. Donc, c'est un peu... c'est pour ça que la campagne est importante, en fait. Oui, merci. Dans les médias, lorsqu'on parle de victimes d'abus sexuels, on a tendance à viser uniquement les femmes. D'ailleurs, Donald Duguay, la présumée victime d'Éric Salvaille, a raconté à Tout le monde en parle que ça le frustrait un peu lorsqu'il entendait les ministres, par exemple, de parler uniquement des femmes dans les cas de violences sexuelles. Pourquoi on a tendance à oublier les hommes?
Bien, il y a plusieurs, encore là, éléments de réponse. J'en mentionnerai 3. Sur le plan historique, le mouvement des femmes a beaucoup contribué à faire connaître la problématique des violences sexuelles et des violences conjugales. Deuxièmement, les femmes restent, selon les données policières, les principales victimes. Ceci étant dit, on sait aussi que les populations LGBT sont particulièrement à risque de violence. Considérant l'aspect historique, je pense que la problématique, c'est justement un petit peu construit comme ça, les problématiques des violences, que c'est les hommes auteurs et les femmes victimes, ce qui fait qu'on a une vision hétéronormative, une vision genrée de la violence. Donc, l'homme est nécessairement auteur, la femme est nécessairement victime. Dans un couple de même sexe, bien, on voit bien que cette vision-là ne fonctionne plus. Et malheureusement, les services sont organisés beaucoup comme ça. Heureusement, bien, il y a des services qui sont ouverts. Bien, la majorité des services sont ouverts à toutes les populations. Mais il y a cette étiquette-là qui demeure quand même associée à certains services. Socialement, est-ce qu'on pourrait penser que les gens se disent, bien, c'est un homme, il est capable de se défendre, hein? Contrairement à une femme? Peut-être que les gens ont un peu cette réflexion-là, qui... Oui, tout à fait. Ça fait partie des préjugés, soit que le réseau social peut dire à l'homme qui est victime, ou que la victime elle-même, que l'homme victime lui-même va se dire comment ça que je ne suis pas capable de me défendre, je devrais être capable de l'être. Donc ça, c'est des messages sociaux ou des messages intériorisés qui, évidemment, n'aident pas à demander de l'aide. Nick, as-tu déjà vécu, toi, des situations où il n'y avait pas de consentement sexuel? Pour vrai, je pense qu'à chaque fois que je sors, c'est comme ça, c'est vraiment... Des fois, c'est très minime, mais à chaque fois que je sors, je le vis tout le temps. Tout le temps. Que ce soit pogner une fesse. Une fois j'ai été dans un bar. Puis dans le bar, c'est comme assez très pacté. Oui. Et je rentre, j'étais avec une amie. Et le gars, il me sourit, je le souris. Puis il a juste décidé de m'embrasser. Lol. Fait que j'ai même pas eu le temps de réagir. J'étais juste comme, ah, OK, ça vient de se passer. Puis je vais comprendre que j'étais pas d'accord, mais ça arrive constamment. Puis c'est juste que... Je pense que le truc qui est mauvais là-dedans, c'est juste que le monde pense que c'est OK. Ouais. Ils le font, puis ils se posent pas de questions. Ils font juste go. Ils te poignent la fesse, puis c'est pas grave. Vous visez, on parle beaucoup là, des hommes homosexuels, mais vous visez les hommes, j'ai vu dans le communiqué de presse, les hommes LGBT. Oui, mais en fait, Réseau, tous les services qu'on offre, tous les projets qu'on développe, les activités, les projets de recherche, il faut aller voir sur notre site, notre page Facebook pour tout savoir, ce qu'on développe, mais tout ça est développé auprès des hommes gays, bi et trans. On a des projets plus spécifiques qui vont s'adresser à des hommes trans. Surtout, on développe en ce moment des outils pour les gars trans qui ont des relations avec d'autres hommes. Notre campagne s'adresse donc à tous les hommes qui ont des relations avec des hommes, qui soient gays, bi ou trans, et qui fréquentent les milieux festifs et tout ça. Donc oui, notre campagne s'adresse à ce spectre-là du LGBT. Donc Réseau, c'est un organisme pour les hommes, donc pas pour les femmes lesbiennes, tout ça. Il y a d'autres organismes avec des missions plus précises. C'est important de le mentionner. Notre campagne, donc, s'adresse aux hommes LGBT, effectivement. Les hommes homosexuels seraient plus à risque de violences sexuelles. 25 vont en vivre au cours de l'âge adulte, contre 3 à 7 pour les hommes hétérosexuels. Valérie, pourquoi, selon toi, les hommes homosexuels sont plus à risque? Bien, c'est une grande question et je pense qu'il y a plusieurs réponses. Une des premières réponses trouve, je pense, ses fondements dans l'origine même du projet, le manque de sensibilisation. Donc, le fait qu'on en parle peu, il y a une méconnaissance, il y a une acceptation, une banalisation. Donc ça, bien évidemment, ça augmente les risques. Ça fait qu'une pratique, bon, je pense que Nick donnait des exemples, ça devient une pratique courante, donc nécessairement les risques augmentent. Je pense qu'il y a des éléments aussi au niveau de la socialisation masculine, peu importe l'orientation sexuelle, la façon dont les hommes sont socialisés comparativement, par exemple, aux femmes. Donc, être plus, disons, proactif, être plus dans l'action, aller au-devant. Donc, c'est quand même des caractéristiques masculines qui sont mises de l'avant, qui sont généralement bien vues, puis qui ne sont pas négatives en elles-mêmes, mais que dans certains contextes peuvent amener des situations plus problématiques. Puis je pense qu'un dernier aspect que j'ajouterais, c'est peut-être le cumul des facteurs de risque.
Donc, en étant dans une communauté minoritaire, dans un groupe minoritaire, bien, déjà, on s'expose à plus de stigmatisation, plus d'isolement. Puis on sait que ces différents facteurs-là bien, augmentent les risques. Donc, ça fragilise, ça rend les gens plus vulnérables à différentes situations. Puis, une question qui me vient aussi dans les réflexions avec Gabriel et les gens de l'équipe à réseau, on réfléchissait, est-ce que les gars de la communauté intériorisent pas aussi un certain rôle qu'on attribue aux hommes dans la société en général, c'est-à-dire d'être fort, d'accepter ce qui se passe, puis de pas dénoncer, puis d'un peu ce que tu expliquais dans ta situation. Tu sais, on le tolère, on l'accepte, mais dans le fond, on devrait pas, tu sais. Est-ce qu'on peut parler d'intériorisation du sexisme, dans le fond, des rôles prédéterminés ou... Oui, tout à fait. Quand je parlais d'être proactif, justement, être fort. Les rôles sociaux. C'est ça. Et surtout, ne pas être victime. Être victime, c'est être faible. Donc, je pense que ça amène un moins grand nombre de dénonciations, parce que dénoncer ça, ça veut dire reconnaître que j'ai été victime et c'est pas bien vu. Nick, on a parlé de violence sexuelle. Ouais. Dans ton cas ou même dans ton entourage, est-ce que c'est fréquent d'entendre des histoires de violence sexuelle? J'ai quand même souvent entendu, mais j'ai quand même aussi vécu une fois. OK. Ouais, j'étais quand même très avancé en boisson. Oui. J'étais dans un club connu dans le village. Et j'étais assez conscient pour savoir ce qui se passait, mais peut-être pas assez pour comme, me défendre. Oui. Puis il y a un gars que je rappelle que quand je suis arrivé, il m'a abordé. Oui. Je lui ai dit que j'étais pas intéressé. Puis à la fin de la soirée, quand il m'a vu que j'étais un peu, j'étais vraiment très avancé en boisson, il a été vraiment très physique. Une opportunité. Il est venu, il m'a pris. Et c'est un ami, dans le fond, qui a vu la scène qui nous a séparés. Mais s'il n'aurait pas été là, je sais pas comment ça aurait terminé. Wow. Je sais pas comment il était là. Un stéréotype, un préjugé qui perdure encore aujourd'hui. On entend souvent les gens dire ben les homosexuels sont plus actifs sexuellement. Nick, crois-tu que ce stéréotype permet à certains hommes de banaliser leurs gestes non consentis à caractère sexuel? Par exemple, tu dis souvent tu te fais pogner une fesse. Il pourrait dire ben, je peux y pogner une fesse, on est plus sexuel. Ben oui, pour vrai, oui, beaucoup. Le monde fait juste comme assumer vu qu'on est plus sexuel. Puis même là, c'est pas tant vrai. Je connais beaucoup de gays qui ont une vie sexuelle très non active. Tu sais. Ouais. Certains, puis même là, même si moi je suis plus actif sexuellement, ça veut pas dire que tu as le droit de venir comme, pas prendre position, mais comme, tu sais, de te permettre certaines choses sur mon corps. Il faut quand même un consentement que je sois super actif ou très peu actif. Effectivement. Ouais, je pense que c'est juste avec la femme, c'est pas correct, avec l'homme, c'est pas plus correct. Tu vois. Valérie, avais-tu quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, bien, je rajouterais, nous, présentement, on réalise une recherche sur la violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes. Donc, on regarde plus le contexte, là, disons, d'un couple, si vous me permettez là, cette expression-là. Et c'est quelque chose dont les hommes nous ont parlé dans la sexualité. Surtout, bon, des fois, les plus jeunes qui nous disent, bien, j'ai accepté des choses, je pensais que c'était comme ça dans la sexualité entre hommes, dans les autres couples entre gars. Fait que je pensais que ça se passait de même. Fait que j'ai pas osé dire non. Ça faisait plus ou moins mon affaire, mais bon, je me disais que c'était de même partout. Donc, je pense que c'est un préjugé qui est tenace, puis aussi qui amène des situations à risque, autant dans des contextes sociaux, comme Nick parlait, mais aussi des fois dans l'intimité entre deux personnes. Donc, les gens reproduisent un peu les stéréotypes qu'ils entendent. Bien, soit le reproduisent ou assument, le prennent pour acquis, le remettent pas en question, s'arrêtent pas de dire, bien, coudonc, si les voisins le font, est-ce que ça veut dire que moi, je suis obligée de le faire? Qu'est-ce que j'en pense, moi, de ce préjugé-là, de se questionner? Est-ce que c'est si vrai que ça? Donc, je pense que c'est peut-être de développer un esprit plus critique. Oui. Alexandre, Gabriel, quelles pourraient être les autres causes qui expliquent pourquoi les hommes LGBT subissent plus de contacts à caractère sexuel sans consentement? Comme Valérie disait tantôt, c'est une question qui est assez large. Il y a plusieurs facteurs, je pense, qui rentrent en ligne de compte.
Moi, je reviens toujours Moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, puis je sortais pour mes premières fois dans les bars, dans le village, il y avait une culture à ce moment-là. Il y en a une aujourd'hui. Les temps changent. L'acceptation de l'homosexualité aussi, il faut le dire, il y a des choses positives grandissent dans la société. Le village s'éclate aussi. Il y a des événements LGBT à l'extérieur du village, dans d'autres soirées. Il y a moins de gens dans les bars en général, mais il y a encore quand même beaucoup de gens dans les bars, dans des parties aussi plus privées ou pendant les festivités de Fierté Montréal. Donc, pour revenir à ta question, le pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Puis on a entendu avec les commentaires de Nick aussi que c'est vraiment banalisé. Donc, quand on s'en rend pas compte que qu'est-ce qu'on fait, on devrait le critiquer, le remettre en question, bien, on continue de faire ce qu'on fait. Puis ça devient un peu perpétuel, tu sais. C'est un peu ça qu'on essaie de remettre en question avec la campagne qu'on a développée, comme disait Gabriel, qui est cru, pour se faire poser la question en premier lieu. On n'a pas la prétention qu'on va tout changer en 6 mois avec notre campagne. Je te laisse poursuivre. Ouais, je pense aussi que, bon, au-delà de l'aspect culturel, est-ce que c'est plus sexualisé ou pas, il y a aussi tout l'aspect, l'idée que le consentement, en fait, c'est quelque chose qui passe sous le radar. C'est-à-dire qu'il y a le but de la campagne, en fait, c'est oui, sensibiliser, mais c'est aussi de faire prendre conscience de l'existence d'un problème. Oui. Et donc, si on n'a pas conscience qu'il y a des problèmes de consentement, alors il n'y a pas personne qui va agir ou qui va se questionner par rapport à ces comportements-là. Et donc... ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Parce que quand moi, j'ai commencé à retourner les barguets, si j'aurais eu une campagne comme ça à ce moment-là, il y a beaucoup d'événements qui seraient pas arrivés. Parce que, bon, exactement, merci de confirmer le but de la campagne. Mais, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui voient pas, par exemple, que les dick pics, c'est problématique. Ça fait partie, donc c'est ancré. Et donc, je pense que au-delà de la banalisation, ce qui se cache sous la banalisation, c'est vraiment le fait que, pour beaucoup de gars, de personnes LGBT, bien, ils voient pas qu'il y a un problème, tu sais. Et donc, le but de la campagne, vraiment, avant de dire on va changer les comportements, c'est de dire non, mais est-ce que tu te rends compte que certains comportements que tu fais, ils sont pas adéquats, tu sais. Et donc, c'est vraiment premier niveau à la limite, mais c'est le but, c'était le but aussi de la campagne, de faire prendre conscience que ça existe. Puis, juste pour ajouter sur le fait de pourquoi que peut-être les hommes LGBT auraient plus de contact, nous, on n'est pas dans des comparaisons, parce que si on va dans l'univers festif hétéro, mettons, la question du consentement, ça fait quand même des années qu'on en parle. Ça fait des années qu'il y a des campagnes sur les agressions sexuelles. Je pense que dans nos communautés LGBT, ça fait pas 20 ans qu'on en parle. Ça fait quelques années. Ouais. Et donc, je pense que juste ça crée une dichotomie, dans le fond, de comment c'est géré dans un groupe à l'autre. On peut pas dire qu'il y a plus de contacts non consentis d'un côté ou de l'autre. La question, c'est, je pense qu'il y en a tout le temps, Puis comment mais faire on pour en régler parle ou on ça? n'en parle pas. C'est ça, puis quoi faire après. Je me demande, avez-vous mis des affiches dans les écoles secondaires? Parce que les dick pics, je pense beaucoup aux jeunes qui sont constamment sur leur cellulaire, les sextos, c'est un nouveau phénomène. Bien, c'est sûr que les personnes qui viennent à réseau, dans le fond, la clientèle, entre guillemets, c'est des personnes qui sont majeures, donc qui sortent déjà dans les bars. Après, on pense que l'idée aussi avec l'affiche, c'est que, bien, c'est sûr que c'est pas parce que tu as 17 ans, 17 ans, ça te concerne pas, tu sais. Donc, l'idée, c'est que c'est dans un français, je dirais, québécois. Beaucoup de québécistes dans les affiches étaient visés comme ça, mais après, ils sont justement... on a choisi des affiches, justement, parce que ça permettait de se promener, tu sais, sur les médias sociaux, tout ça. Ouais. Et donc, sur notre page Facebook, on n'a pas de statistiques sur la tranche d'âge exacte, mais c'est sûr que ça touche les gens les plus jeunes aussi. Je sais que Nick a vu la campagne dans les bars. En fait, jusqu'à maintenant, les commentaires qu'on a, c'est pas dans le langage utilisé, c'est dans le sujet qu'on aborde. Le langage utilisé, les choix qu'on a fait, comme Gabriel expliquait, on n'a pas été critiqué pour ça, parce que c'est le message, dans le fond, qui est vu. Puis ça, je suis vraiment content. Puis les gens ne s'attardent pas au langage ou aux pics qu'on utilise, ils s'attardent au message de fond qu'on veut amener. Sur le consentement exactement, c'est ça. Alexandre, peux-tu nous parler des autres services qui sont en lien avec la campagne présentement? Oui, bien sûr. Alors, pour nous, cette campagne qui a été lancée en février, ça s'inscrit dans un continuum à réseau depuis 2-3 ans sur des réflexions, puis des services, puis de l'information qu'on a développé sur le thème de la violence en général dans les relations intimes ou amoureuses entre hommes. Donc, on a beaucoup d'informations sur notre site Web. On a lancé cette campagne et puis on a développé un atelier spécifique sur les violences dans les relations intimes amoureuses entre hommes qui va être offert à réseau sous peu dans les prochaines
prochaines semaines, mois. Donc, bien sûr, j'invite tout le monde à aller sur réseausanté.org/consentement pour aller voir la campagne, mais aussi sur le site pour voir tous les services qu'on offre en lien avec ce sujet-là qui est vraiment très important. Super. La campagne de sensibilisation, c'est déjà un grand pas pour amener à changer les mentalités. Mais sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à diminuer la violence, l'abus, les attouchements sexuels dans la communauté? Tout simplement en parler. Oui. En parler. Tu le dis. Il se passe de quoi là maintenant? Tu le dis, c'est pas correct, j'ai pas apprécié. Puis regarde, ça se fait juste pas. Puis that's it. Puis même en parler entre amis aussi. Oui. Je pense que ça permet de reconnaître le problème, permet aussi de l'assumer. Puis une fois qu'il est assumé, de changer certains comportements. Si on fait juste, ça me concerne pas, ou puis après, toutes les questions du consentement dans des bars, c'est pas blanc ou noir. Je veux dire, une fois bourré, j'ai pu faire quelque chose, même si je travaillais sur la campagne sur le consentement, ou j'ai pu subir quelque chose. Donc, je pense de reconnaître, de part et d'autre, qu'il y a des comportements. Oui, puis de comprendre que c'est très nuancé, tout ça. Bien sûr. Puis c'est intéressant, bien que notre campagne soit en blanc et noir, ce n'est pas blanc et noir. Oui, tout le temps. c'est bon. Moi, je dirais, au niveau de l'organisme Réseau, après ce lancement-là en février, la prochaine étape, c'est d'offrir des espaces de discussion. Parce que c'est beau de lancer ça sur les réseaux sociaux, dans les bords de ça, mais on va offrir des espaces de discussion pour demander aux gars qui viennent avec nous d'en parler. Puis comment, justement, qu'on peut, en communauté, avancer dans ce sujet-là. On va faire ça dans les prochains mois. On va annoncer ça sur nos pages. Donc, ça Facebook. pourrait être des espaces de discussion dans des ateliers ou en ligne? Des soirées de discussion à Réseau. On en fait régulièrement sur plusieurs thèmes. Peut-être éventuellement un atelier. On est très ouvert. Mais c'est vraiment de donner un espace pour qu'on en parle parce que ce sujet-là, c'est sûr que ça l'amène. Ça peut heurter. Ça fait peut-être revivre des situations que les gens ont vécues. Tout ça. Valérie? Moi, j'ajouterais un petit peu dans la perspective que Gabrielle amenait dans le terme de reconnaître le problème. Je pense que les recherches peuvent être utiles pour essayer de cibler des problèmes comme la question du consentement, des normes autour de la banalisation. Fait que ça, je pense que les recherches peuvent ajouter des zones d'éclairage, justement, sur les aspects, des fois, pas toujours si clairs que ça. Fait que je pense que la recherche peut être utile là-dessus. Puis donc, permet ensuite de plus en parler. Et ensuite, la personne qui dit non individuellement dans le bar, qui dit non, c'est inacceptable, bien, il y a une légitimité sociale, il y a une crédibilité à son message individuel quand socialement ce message-là est porté. L'autre chose que je dirais, c'est de dire non, mais aussi après de demander de l'aide. Les recherches montrent que les hommes, ça revient un peu à ce qu'on parlait tantôt, les stéréotypes, la masculinité, le fait qu'un homme c'est fort, bien, les recherches montrent que les hommes demandent difficilement de l'aide, attendent souvent après trop longtemps avant de demander de l'aide, donc la situation a pu se détériorer. Donc ça serait, je pense, une chose à faire, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide quand on est face à des situations comme ça. Puis c'est intéressant parce que on a l'impression que dans les dernières années, de plus en plus, on encourage les hommes à avoir des qualités de femmes, les femmes à avoir des qualités d'hommes. On essaie d'enlever toute la question des genres, sexe et tout, mais on voit que ça perdure quand même beaucoup. Ben oui, mais on a juste à aller dans un magasin pour enfants et vous allez voir les jouets qui sont offerts. Je veux dire, c'est les vêtements, les messages sociaux. Quand une personne est enceinte, un bébé bouge plus, on va dire « Ah, c'est un petit gars donc, on sait même... Je veux dire, c'est très ancré. La société est structurée en fonction de ça. Sur la question du consentement, je pense que les hommes et les femmes peuvent être des alliés dans cette cause. Qui est parallèle. Ça se matérialise de façon différente, mais je pense qu'on peut tous s'entraider là-dedans, qu'on soit gay, bi, trans, femme ou homme, peu importe. Comment on s'identifie, personne non-binaire, peu importe. Je pense que c'est un sujet social. On peut tous se comprendre si on vit une situation comme ça. Exact. Belle façon de terminer. Alexandre Dumont-Blais, Gabrielle Giroux, Nick Desilus et Valérie Roy, merci infiniment pour cette belle discussion. Merci. Peu importe votre sexe, votre genre, votre âge, votre ethnie ou votre orientation sexuelle, dans les relations affectives et sexuelles, sans oui, c'est non.